Smell Talks, un podcast by Né. Les rencontres de la culture olfactive. Parfumeurs, auteurs, scientifiques, Né vous propose des conférences d'experts à travers le monde. Aujourd'hui, le créateur de Parfums d'Empire, Marc-Antoine Corticchiato, propose une masterclass en écho à l'exposition Parfums d'Empire, quand le parfum des plantes parle, à l'occasion des 20 ans de la création de sa marque. Une masterclass présentée par Guillaume Tesson. C'est la première Paris Perfume Week, la première journée et la première masterclass. Je dois vous faire un aveu, c'est qu'il y a quelque chose qui n'était pas prévu, c'est qu'on va commencer par faire sentir quelque chose immédiatement, avec un côté un peu parfumerie radicale. Et c'est ce qu'ils disent. Voilà, c'est ce qui se dit. Donc, bien, je crois que les mouillettes sont sprayées et on va commencer par vous distribuer donc ces mouillettes. Et ces mouillettes, c'est la dernière création. Oui, c'est la dernière histoire de Parfums d'Empire, c'est Ruade, donc un travail autour du oud, mais du vrai oud. Un parfum qui n'est pas consensuel, donc j'en suis conscient, mais c'était aussi le but. Le oud, c'est quelque chose que je connais depuis très longtemps et que je voulais travailler dans un parfum qui me rappelle, puisque mes parfums racontent des histoires souvent personnelles, c'est vrai. Et je voulais capter, je suis cavalier depuis tout petit, j'ai fait beaucoup de compétitions, de saut d'obstacles, et je voulais capter un moment très précis, quand on est le dimanche soir après un week-end de concours hippique, quand on a descendu les chevaux du van, on descend ensuite les grandes cantines, donc les grandes malles, dans lesquelles on a jeté tout le matériel du cheval, donc tout ce qui est sellerie, tout ce qui est les morts, avec les odeurs de salive, de cuir, de transpiration, des tapis de sel, de goudron pour les sabots. Et c'est ce moment que je voulais capter quand on ouvre cette malle avec l'ensemble du matériel des chevaux, que je trouve magnifique, donc toutes ces matières premières, toutes ces facettes animales. Et je me suis dit que finalement, la matière première qui allait le mieux remplir le job pour raconter mon histoire, c'est le fameux oud, que j'ai connu il y a très longtemps, quand j'étais étudiant. Et c'est un de mes amis chercheurs qui m'avait envoyé une petite fiole de oud, que je ne connaissais pas à l'époque, et en me donnant son analyse, en disant « Tiens, toi qui aimes les notes animales, je pense que tu peux aimer ». Et effectivement, j'ai eu un coup de cœur. Mais après, il y a eu toute la déferlante de oud en Occident et je voulais pas me coller à ça. Et puis un jour, je me suis dit, et pourquoi pas, mais ça sera du vrai oud. Donc, Ruade. Donc, le Ruade, je précise que c'est un coup de cul de cheval. Mais on pouvait pas l'appeler coup de cul non plus. Donc, ça a été donc un parfum qu'on a sorti l'année dernière et qui est gavé de vrai oud, un vrai oud qu'on va sentir, je crois, tout à l'heure. Ah, qu'on va sentir juste après, en principe. Hein. Voilà, il est là. Oui. On peut y aller. Donc, ce oud provient du Vietnam et il est produit par François Ducreuset et son entreprise qui s'appelle Essential Oud. Et j'ai connu François il y a longtemps, il y a des années, lors de l'enregistrement d'une émission télévisée pour un reportage, et il présentait ce fameux oud, et ça a été un coup de cœur pour moi, cette qualité de oud, et puis aussi François Ducreuset avec une personnalité, une générosité, une authenticité qui m'ont beaucoup touché, et donc je me suis dit que dans mon Ruade, il y aura donc ce fameux oud vietnamien. Marc-Antoine, donc entrée en matière un peu fracassante, assez radicale. Est-ce que vous m'autorisez un petit flashback ? Donc Marc-Antoine, vous êtes venu au parfum grâce à l'amour des odeurs des plantes quand vous étiez tout petit, quand vous étiez enfant, et vous cherchiez à comprendre justement le sens de l'odeur de ces végétaux. Et ce sont ces plantes et ces fleurs qui vous ont soufflé, qui vous ont suggéré de suivre des études de chimie. Vous êtes docteur en chimie analytique. Vous avez commencé votre vie professionnelle dans des laboratoires de recherche
Il y a eu évidemment l'ISIPCA, avant de voyager pour aller rencontrer les matières premières sur le terrain, au Vietnam, à Madagascar, au Maroc évidemment. Et puis un jour, ça devient une évidence. Vous créez votre marque, Parfum d'Empire, en partant à chaque fois de la fascination pour une matière première ou d'une histoire surgie de votre vécu. Donc on le voit ici avec Ruade. Et de quelle manière? Je crois que donc l'essence de oud circule. Est-ce que voilà, vous avez tous... Ouais, je crois que ça circule bien. Parce qu'à l'époque, le parfum, il n'en était pas vraiment question. L'idée, c'était l'équitation. Vous vouliez devenir cavalier professionnel? Oui, ma première passion sont les chevaux, qui continuent à être une passion. Donc, je fais beaucoup de compétitions, de sauts d'obstacles. Et effectivement, je me destinais à une carrière équestre. Et puis, il y a eu des accidents de la vie. Je ne vais pas raconter ma vie, mais donc les affaires, les orangerais de mes parents ont été saisies par le gouvernement au Maroc. On a tout perdu. Mon père en est mort et on est rentré une valise à la main. Et donc, Barbara, notre mère, nous a dit écoutez, les enfants, c'est terminé. C'est une nouvelle vie qui s'ouvre. Plus question de penser faire des concours hippiques et du cheval comme ça, pas en faire un métier en tout cas. Donc il faudra apprendre un vrai métier et poursuivre des études. La seule autre passion, c'était le parfum des plantes, effectivement. J'ai jamais été attiré par l'industrie du parfum et finalement, des années après non plus. Elle m'ennuie beaucoup. J'ai toujours été excité par le parfum des plantes qui m'a toujours intrigué. Comment une petite fleur, une petite rose sauvage ou une mauvaise herbe, comme on dit, qui ne demande rien à personne, va développer souvent un parfum extraordinaire. Et donc j'ai voulu comprendre ce que c'était le parfum. C'était quoi ce parfum des plantes, quoi. Donc c'est ça qui m'a poussé à faire ces études de chimie analytique spécialisée dans le parfum des plantes. Plus tard, donc effectivement, j'ai fait l'ISIPCA. Ce qui m'intriguait, c'était, et pendant quelques années, j'ai fait pas mal de recherches sur ce parfum des plantes, comment il évolue chimiquement dans une plante au cours des saisons, comment, quand on prend une plante sauvage, quand on la passe en culture, qu'est-ce que ça change dans son parfum? J'ai effectivement fait beaucoup de brousse, j'ai bouffé beaucoup de brousse. J'ai beaucoup appris d'ailleurs de ce monde de paysans, souvent pauvres, humbles. Et donc, mes premières formulations, ça a été pour l'aromathérapie. Qui, avec les deux contraintes, il fallait pas que ça pue trop le suppositoire, puisque c'était beaucoup d'huile essentielle, camphrée, etc. Et puis cette contrainte thérapeutique. Et puis plus tard, j'avais monté une unité d'extraction à Madagascar, avec un associé qui aimait peut-être un peu trop la vie et qui est parti trop tôt. Et j'ai décidé de tout plaquer, parce qu'on n'a qu'une vie. Et le parfum commençait à m'intéresser, la création de parfums à partir d'extraits de plantes. Et puis, mon premier projet, avant Parfum d'Empire, c'était un projet 100% naturel, biologique, etc. Donc, les financiers m'ont ri au nez, surtout à l'époque, biologique. Bon, et donc, j'ai pas trouvé de financement. Et puis, et j'étais persuadé que tout ce côté biologique, c'était pas qu'une simple mode, c'était beaucoup plus profond que ça. Et d'ailleurs, des années après, ces mêmes banquiers m'avaient rappelé en me disant, tiens, votre projet, on vous disait que ça allait concerner quelques barjots du Larzac. Finalement, il y aura plus de monde que ça. Mais le train était passé, j'avais tout vendu, tout ce que j'avais pour monter Parfum d'Empire. Et donc, voilà. Donc, c'est parti sur Parfum d'Empire. Donc, j'ai créé pour ma propre maison et puis également pour d'autres projets quand ils m'intéressent et que les gens sont intéressants. Et vous n'êtes jamais passé par une grande maison de composition?
Non, non, je pense qu'une grande maison de composition, passer par une grande maison de composition, ça doit comporter de gros avantages. Hein, mais d'abord, je pense ne pas avoir le talent d'enfiler comme ça les formules, X formules par jour, d'essayer souvent de se plaquer sur la tendance. La tendance me fait fuir. Donc, je n'ai pas ce talent-là, de toute façon. Et puis ça m'intéressait pas. Et puis jamais j'aurais pu avoir la liberté que j'ai quand on a sa propre maison. Je me fiche de la couleur finale du jus. Je choisis mes matières premières. C'est un luxe inouï. C'est le grand luxe de ma vie. Cette liberté est une liberté que l'on paye cher. Hein, puisque je le rappelle souvent à des copains, copines parfumeurs qui sont dans des structures beaucoup plus importantes et de grand luxe, quand ils me disent quelle chance, tu utilises telle ou telle matière première, moi j'ai pas le droit, ou telle matière première à telle teneur, c'est incroyable. Oui, quelle chance, mais venez voir. C'est une liberté que l'on vous fait payer cher. Et puis la matière première naturelle dont je suis très amoureux. On en parle beaucoup. On en parle beaucoup dans le marketing, dans les revendications. Le public en réclame. Mais finalement, elle n'est pas à la mode. Elle est à la mode dans le papier, dans la revendication. Mais olfaction, au niveau olfactif, elle n'est pas. À part pour des gens très pointus comme nous avons la chance d'avoir ici, comme les clients que nous avons. Hein, mais finalement, on le sait, on a le cerveau humain préfère toujours olfactivement ce qu'il connaît, puisqu'on a tous une banque de données olfactives. Et lorsqu'on présente des parfums riches en matières premières naturelles, ça devient tout de suite quelque chose appelé segmentant, polarisant, et qui n'est pas à la portée des trois quarts des nez. Ceux qui vont aimer, ceux qui sollicitent leur nez au quotidien, pas forcément consciemment souvent. Hein. Et solliciter son nez au quotidien, ça veut pas dire passer son temps dans les parfumeries, dans lesquelles je me demande toujours comment on arrive à sentir, tellement c'est olfactivement pollué. Mais c'est solliciter son nez, c'est au quotidien. C'est rentrer dans une pièce, qu'est-ce que ça sent, le moisi, le renfermer, embrasser l'autre, qu'est-ce qu'on sent, la transpiration, la pollution, le métro, etc. De prendre un peu de temps pour se dire qu'est-ce que je sens. Et là, on se rend compte que on va éduquer son nez. Hein. Alors bien sûr, on peut l'éduquer en prenant des cours, en allant plus loin. Mais je remarque que les gens qui peuvent aimer des parfums qui sont pas des parfums commerciaux, dits consensuels, on s'est tous compris, eh bien, même sans le savoir eux-mêmes, eh bien, tout de suite, quand on me dit j'aime tel ou tel parfum, je comprends que j'ai affaire en face de moi à quelqu'un qui sollicite son nez au quotidien. Et ça, je pense que c'est cette curiosité olfactive qui manque le plus et qui est là, encore une fois, on a un public extrêmement privilégié, un public de rêve, mais c'est tout petit. C'est tout petit. La création de Parfums d'Empire, c'était il y a 20 ans, un tout petit peu plus. Hein, voilà. D'ailleurs, une exposition, on va en parler hein, juste après, on va l'expliquer, en témoigne ici à la Paris Perfume Week. Est-ce que vous vous souvenez du tout premier parfum pour Parfums d'Empire et à quel moment vous vous êtes dit, ça y est, la formule est prête, j'arrête? Moi, je suis jamais prêt. Hein, donc c'est toujours une douleur d'arrêter un parfum. Quand c'est un parfum qu'on travaille pour quelqu'un d'autre, pour un client, le client est roi. Hein, donc à un moment donné, il vous dit stop, on arrête. Vous avez beau lui dire mais non, je pourrais plus pousser ceci, cela. Il dit stop, je valide. Bon. Quand c'est pour sa propre maison, c'est absolument terrifiant, hein, puisque un parfum on peut le torturer dans tous les sens, on peut passer une vie dessus et c'est pas suffisant. Donc à un moment donné, oui, on doit établir, parce que même si on est une TPE, on est une petite équipe, hein, Parfums d'Empire. Donc, eh bien, il faut établir une date de lancement, de mise sur le marché. Donc, et là, il y a un rétro-planning qui se fait. Et puis, à un moment donné, la date fatidique, tel jour, c'est terminé, on peut plus toucher à la formule. Donc, ce jour-là, ce parfum ne m'intéresse plus puisqu'il ne m'appartient plus, donc il part.
Et le tout premier parfum, donc de... Alors, Eau de gloire, le premier parfum pour Parfum d'Empire, oui, Eau de gloire, c'était à la gloire pour moi, c'est toujours à la gloire, il existe toujours, hein, à la gloire de ces Corses partis de leur village, partis de rien, souvent, que j'admire beaucoup et qui sont allés bâtir des empires, parfois, à l'autre bout du monde, sans connaissance de la culture, de là où ils allaient, sans formation parfois. Alors, le plus connu, c'est bien entendu Bonaparte, mais ça a été aussi le cas de bien d'autres, le cas de mon père aussi, qui a quitté sa Corse pour construire un empire dans les orangerais. Mais et là, j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour ces gens partis de rien. Mais le lancement de Eau de gloire, c'était il y a 20 ans, un peu plus. Et je me dis toujours, c'était incroyable, parce que à l'époque, il y avait très peu de marques de niche. Hein. Donc nous étions très peu nombreux, et ce lancement dans un palace, Place Vendôme, m'avait attiré une presse de dingue, des tas de papiers. C'était un événement. Aujourd'hui, il y a pléthore de marques et de parfums qui sortent chaque jour, et c'est plus du tout un événement. On vous a très souvent qualifié d'atypique, et je crois que c'est quelque chose au début qui vous effrayait. Oui, qui m'effrayait et qui me gonflait, en fait. Atypique parce que ça voulait dire pour moi spécial, bizarre, pas comme les autres. Et moi, je rêvais que d'une seule chose, c'était de me fondre dans la masse. Que j'ai toujours dit à mon psychanalyste, je rêverais d'être un caméléon, de prendre la couleur des éléments autour de moi et qu'on me regarde pas. Donc, effectivement, de pointer du doigt en disant il est atypique, ça m'effrayait, quoi. Et puis, grâce peut-être à mon psychanalyste, grâce aussi à nos clients qui ont toujours, souvent, je touche du bois, envoyé des messages absolument jolis, réconfortants, enthousiastes. Donc, j'ai fini par me dire récemment, oui, je suis différent. Voilà, j'accepte. Oui. J'aimerais qu'on parle de votre manière de créer. Je crois qu'il n'y a jamais de cible humaine. Ah non. Comment ça se passe ? Non, c'est vrai que dans la parfumerie classique, dans le brief, il y a souvent une cible humaine. Qui est un terme absolument atroce. Cible, c'est comme aller à la chasse. On doit tuer. Donc la cible, on doit la choper. Donc c'est pour la fille qui a entre tel âge et tel âge, qui aime les baskets machin, qui aime regarder Emily in Paris sur Netflix. J'adore Emily in Paris, attention. Hein, bon, mais non, c'est vrai, et j'assume. Donc pour moi, pour ma propre maison, je n'ai jamais l'ombre d'une cible, un homme, une femme, jeune, pas jeune, homo, hétéro. Non, c'est une histoire que je veux raconter en me disant toujours, j'espère que ça va plaire un petit peu, hein, parce qu'il faut vendre, hein, quand même. Mais je n'ai pas de cible humaine. J'ai une histoire et c'est ça qui me porte, et c'est pour ça que je fais un très gros travail de sourcing avant d'attaquer un parfum. Donc, pour sélectionner les matières premières qui vont m'aider à raconter l'histoire que j'ai en tête, tout simplement. Et ce sourcing, il se passe comment ? Comment vous sélectionnez ces fameuses matières premières ? D'abord, j'emmerde la terre entière à demander des échantillons. Hein. Y a pas besoin d'aller dans les champs pour sentir forcément. Ça, c'est pour la presse et pour des reportages. Mais il y a des maisons qui font leur travail de manière remarquable. Et j'avoue que je suis très attaché aux ingrédients, matières premières d'une ou deux maisons qui sont spécialisées dans le naturel, comme Floral Concept. Et j'avoue que régulièrement, quand j'ai X échantillons d'X qualité, c'est la qualité Floral Concept, qui est une maison indépendante d'ailleurs dans ce monde industriel de géants, et qui est très connu. Hein. On me fait des signes, et effectivement, à propos de Floral Concept, on va faire sentir l'ambrette, hein, c'est ça ? Voilà. Ouais, l'ambrette, l'essence d'ambrette de Floral Concept, elle est merveilleuse.
est unique. Donc, elle est au centre d'un parfum qui s'appelle le Cri, qui est devenu notre best-seller d'ailleurs. Et mon idée, mon histoire, c'était une histoire abstraite. En fait, je voulais travailler sur la lumière, donc sur le jour nouveau, l'aube. Je trouve l'aube toujours très touchant. Et ce jour nouveau, cette luminosité, ce jour nouveau qui arrive, qu'on a envie de se débarrasser de beaucoup de choses, de beaucoup de gens, beaucoup de choses négatives, beaucoup d'ondes. Et donc, je me suis attaché à chercher des matières premières très lumineuses. Et pour moi, c'est la graine d'ambrette, l'essence de graine d'ambrette. Et j'en ai sourcé beaucoup. Et c'est celle de Floral Concept qui doit passer là, qui est absolument la plus belle, la plus lumineuse. Et celle qui a pour moi le plus de vibrations. Et donc elle est au centre de ce parfum, le Cri, accompagné d'autres matières premières lumineuses comme une très jolie essence de rose, un iris aussi, mais c'est elle qui parle de luminosité. Alors ce parfum, le Cri, pendant 10 ans, j'ai déposé ce nom, le Cri. Puis à chaque fois que je voulais dire que je disais je vais sortir un parfum qui s'appelle le Cri, tout le monde hurlait en me disant mais quelle horreur, ça fait penser au fameux tableau de Munch, le Cri d'horreur. Mais il n'y a pas que des cris d'horreur, il y a aussi le cri du nouveau-né, le cri de joie, de jouissance, quoi. Donc ça a été très très compliqué de faire admettre que c'était le cri. Donc les premières années, on avait mis sous le nom du Cri, le cri de la lumière, pour expliquer un petit peu ça, et puis après. Donc à chaque fois, une histoire issue de votre vécu et ou la découverte d'une matière première, c'est ça à chaque fois. Il y a pas d'exception à ce. Non, la matière première, elle est parfois le sujet. Hein, vétiver Bourbon, ce sont des souvenirs d'arrachage de vétiver à l'île de la Réunion le matin. Donc, comme j'ai pas mal travaillé à Madagascar, et donc on passait souvent par la Réunion, et le vétiver est quelque chose qui me touche beaucoup. Donc ce parfum que j'ai carrément appelé vétiver Bourbon, donc c'est un travail autour de ce vétiver que je voulais pas castrer, parce que je trouve que beaucoup de vétivers sur le marché, de vétivers de parfum ou vétiver, pour moi sont castrés, puisque on essaye souvent de gommer le côté racinaire, le côté terreux que je trouve très joli. Et le charme du vétiver, pour moi, il est là. Il a ce côté roots, sauvage, puissant, et puis ensuite ce fond boisé d'une élégance absolument extraordinaire. Hein. Et en plus, c'est une source de revenus pour les pays extrêmement pauvres. Hein. C'est Haïti, les principaux producteurs en ce moment. Donc là, effectivement, pour ces parfums-là, c'est délibéré, c'est un travail autour de. Après, par exemple, pour Corsica Furiosa, je voulais travailler sur cette Corse. Pour moi, je vais souvent en Corse, même si le labo est à Paris, souvent en Corse. Cette Corse qui est pour moi furieuse, puisqu'elle est jamais reposante finalement, avec ses parfums, ses lumières, ses drames, ses joies, la mer, la montagne, bref. Et on me disait mais pourquoi tu fais pas un travail, un parfum autour de la Corse? C'est quand même, je vis aussi souvent dans ma petite maisonnette isolée dans le maquis. Et puis un jour, on présente un extrait de l'Antise, Floral Concept, pardon, voilà, encore. Et là, ça a été un coup de cœur. Je me suis dit, mais c'est là ma Corse, elle est dans cet extrait-là. Et parce que dans ma petite maisonnette, autour, en plein maquis, j'ai pas de voisins, c'est vraiment super. Et il y a beaucoup de lentisques et des vieux lentisques qu'on qualifie souvent du prince du maquis. Hein, donc il y a cette note verte, certes, mais le soir, à la tombée de la nuit, quand il a fait très chaud, il y a tout le côté résineux du lentisque qui remonte, boisé, très riche comme ça, et j'avais jamais senti un extrait de lentisque avec toutes ces facettes là. Bon, et donc je me suis dit tiens, voilà, ça sera mon Corsica Furiosa, il va partir de là. Donc voilà, donc c'est à chaque fois une histoire finalement, une histoire souvent très personnelle, c'est vrai. Hein. Donc des matières premières souvent comme des personnages. Et on a une exposition qui est juste derrière, hein, qui a été créée pour la Paris Perfume Week. Vous pouvez nous en parler un peu de cette exposition, comment vous l'avez voulu?
Alors, c'est une exposition qui s'intitule Parfum d'Empire quand le parfum des plantes parle. Et le but, c'était à partir d'une douzaine de parfums de la maison, de montrer comment, quand on part de l'odeur d'un extrait de plante, de l'odeur d'une plante, on peut construire un parfum qui va raconter une histoire. Donc ce sont des histoires de spiritualité, d'érotisme, c'est deux thèmes qui me sont chers, des histoires de paysages aussi, des histoires diverses, puisque effectivement le parfum des plantes parle et peut dire beaucoup de choses. Donc et finalement ma parfumerie elle est basée là-dessus. Elle est basée sur ces extraits de plantes à parfum. Une expo c'est un vrai métier. Donc que je ne sais pas faire. Et j'étais vraiment ravi et très heureux quand naît donc le mouvement culturel olfactif a accepté de créer, de monter cette expo qui a été un très gros travail. Et donc on a à chaque fois pour ces 12 histoires, donc le thème de l'histoire, la matière première reine dans le parfum à sentir et ce parfum lui-même qu'il faudra aller chercher dans une boîte. D'accord. Avec notamment Mathieu Chevara, je crois, qui s'est beaucoup impliqué. Donc oui, toutes les équipes de Nez, beaucoup de gens. Donc Mathieu Chevara qui en a assuré donc la direction artistique, Jeanne Doré, le commissariat olfactif et certains textes, et puis des tas d'autres choses encore. Donc Dominique Brunel, la direction commerciale qui n'était pas une mince affaire. Le tout piloté également par Lucille Rive et puis d'autres personnes que je peux pas citer, les vidéos puisqu'elles sont là, elles sont signées Laura Gonzalez, des textes de Denise Beaulieu et toute la fabrication des boîtes, ce qui a été un énorme travail, Jérôme Fuentes. Donc et puis pardon, je peux pas citer tout le monde, mais il y a eu beaucoup de monde, ça a été un très très gros travail, vraiment 1000 fois merci Anne. On transmettra. J'avais envie qu'on parle un peu de l'industrie, un peu du métier. Votre avis sur l'évolution de la parfumerie de niche. Où va la niche ? Mais qu'est-ce que ça veut dire la niche aujourd'hui ? La niche, elle ne veut plus dire vraiment grand-chose, je pense. Il y a des jus qui sortent. Alors, il paraît qu'il y a 2500 nouveaux parfums qui sortent chaque année, dont au moins un tiers en dite niche. Donc, je dis toujours, il y a des pépites, quelle que soit la parfumerie, de niche ou pas de niche. Il y a des choses qui peuvent être très jolies partout. Et puis, il y a beaucoup de choses, personnellement, qui ne m'intéressent pas. Mais hier, il y a 20 ans, 15 ans, on pouvait dire au public, écoutez, vous pouvez vous amuser, aller vers des maisons de niche pour sentir des choses qui sortent des sentiers battus. Aujourd'hui, c'est plus forcément le cas. Il y a des choses très jolies. Et puis, oui, magnifique, heureusement. Et encore une fois, que ce soit dans la dite niche ou dans le reste. Et même parfois dans des parfums pour nettoyer des linges. Parfois, on est surpris, on se dit, tiens, c'est plutôt joli. Donc, après, tout ça ne veut plus trop rien dire, et quand le public me dit mais alors comment on fait, parfum de niche, pas de niche, le prix on le sait que c'est un argument marketing fort, et je répète toujours aux gens, méfiez-vous à votre propre nez, sentez et faites-vous une opinion vous-même, c'est vous les clients, c'est vous qui payez. Donc je vais pas faire le jeu de mots, arrêtez de vous faire mener par le bout du nez par le discours, mais la difficulté, c'est là pour le public. Il y a 20 ans, les grandes maisons nous regardaient d'un air narquois en disant « Ah, putain, les pauvres, ils n'ont même pas de pognon pour acheter de la publicité, ils vont crever. » On l'a failli crever. Et puis, conscientes d'arriver à bout de souffle d'un système, elles ont toutes développé leur ligne niche, sans l'appeler niche, les exclusifs, les collections, machin, les trucs, tout ça, en pompant
nos codes, c'est-à-dire un seul flacon, une étiquette, on va communiquer sur la matière première naturelle, on n'a plus de parfum sexué, homme-femme, voilà, ça. On s'est dit, à l'époque, on est mort, quand tu as des grands noms comme ça. Et puis, finalement, qu'est-ce qu'on constate 20 ans après? Eh bien, d'abord, un avantage, ça nous a drainé une nouvelle clientèle que nous n'avions pas. Nous avions une clientèle de gens passionnés. Hein. On avait une clientèle aussi de snobs qui disaient ah bah oui, mon parfum, tu le connais pas, c'est une petite maison, c'est très cher. Hein. Donc, et heureusement qu'on a eu les snobs, ils y sont toujours d'ailleurs. Et 20 ans après, on se rend compte, moins de 20 ans après, que donc ces grandes maisons donc qui ont pompé nos codes, et aujourd'hui, on a des tas de marques dites de niche qui pompent les codes des grands, puisqu'on reconnaît, on va pas se raconter l'histoire, tiens, ça sent vraiment tel ou tel parfum connu. Voilà. Donc là-dedans, il y a de tout. Il y a le meilleur comme le pire, et puis à la limite, on s'en fout. On va sur ce qu'on aime, point barre. Hein. Mais encore une fois, il faut se fier à son nez, c'est tout. Voilà. C'est pas plus compliqué. Le parfum, c'est simple. Je dis toujours, le parfum, c'est quand on me dit, vous savez, moi, je suis pas spécialiste, mais on s'en fout. On fait pas des parfums pour des spécialistes, pour des professionnels. Le parfum, c'est de l'émotion. J'aime pas, allez hop, au suivant. Hein. Et donc le parfum, c'est du plaisir, c'est seulement du plaisir. Le parfum, c'est de la fête, point barre. Marc-Antoine, dans les masterclass, on vient souvent chercher des conseils. Si je vous demande quelques conseils pour quelqu'un qui voudrait devenir parfumeur, ça c'est une question qu'on doit vous poser de toute façon toutes les semaines. Ça dépend si la personne veut faire du fric ou pas. Bah, on peut choisir les deux options, fric, pas fric. Du fric, on colle la tendance et on met beaucoup de fric sur la table. Sinon, moi je dirais suivre ce qu'on a en tête, ce qu'on a dans son cœur, dans ses tripes, et puis travailler dur. Voilà. Je pense que après, j'ai aucune prétention là-dessus. Hein. Je peux comprendre que l'on puisse partir sur des choses un peu plus faciles. Et l'avenir de Parfum d'Empire, les prochaines années, comment vous les souhaitez? J'en sais rien, je ne veux pas le savoir. Je suis très superstitieux, donc j'arrive même pas à faire un plan marketing pour l'année suivante, alors les prochaines années, ce qui est un tort. Je ne sais pas, moi ce qui m'intéresserait, alors encore une fois, je remercie vraiment tous nos clients qui sont absolument formidables, et grâce à eux, on peut continuer à rêver, puisque c'est du rêve pour moi tout ça. Mais je pense qu'il y aura véritablement un succès si j'arrive à toucher des gens hors niche, hors ce milieu de gens très pointus. Voilà, et donc il y aura ce succès que à ce moment-là. Mais comment le faire? Je n'ai pas la solution, mais je pense que ça sera seulement à ce moment-là. Alors d'accord, on ne se projette pas dans 5 ans, mais est-ce qu'on peut se projeter dans quelques jours avec peut-être la prochaine sortie, le prochain parfum? Ah oui, la prochaine histoire, c'est Un bel amour d'été. De toute façon, vous êtes obligé de dire oui parce qu'on est en train de faire circuler les mouillettes. Hein. Ah bon, bah, donc un parfum charnel et solaire pour rappeler les premières amours secrètes, amours interdites parfois, souvent, et sur fond de sable chaud et de peau huilée. Voilà, donc je voulais retrouver ces coups de cœur. Et finalement, cette passion qui peut durer qu'un seul été, puisque c'est un amour d'été, mais qui finalement que l'on gardera toute une vie en tête. Donc un accord avec le Magnolia Gardenia Champaca
Et là, on va retrouver, je ne sais pas ce qu'on sent, ce qui passe, le magnifique magnolia, l'essence de fleurs de magnolia de Floral Concept. Voilà, il y a effectivement deux mouillettes qui circulent. Il y a d'un côté donc l'essence de magnolia. L'essence de fleurs de magnolia. De fleurs de magnolia, pardon. Et un bel amour d'été, le 5 et le 6. Donc le 5, c'est l'essence, c'est ça, voilà. Et le 6, c'est le parfum. C'est un bel amour d'été. Voilà, comme ça vous pouvez... Donc le but, c'était de rechercher ce côté solaire, certes, mais avec un certain gras, le côté gras de la peau. Alors je sais que le terme gras n'est pas souvent utilisé en marketing parce que ça fait souvent fuir, mais j'aime bien ce côté peau grasse, huilée par des huiles solaires. Et je voulais retrouver ce côté-là et cet aspect de peau salée aussi, salée par la plage. Et en fait, je suis parti d'un accord gardénia que j'avais fait. Il n'y a pas de gardénia naturel, donc un accord gardénia que j'avais fait aussi avec des matières premières naturelles. Et finalement, quand je l'ai senti, ça m'a ramené en arrière. Et ça m'a fait penser à mon bel amour d'été, donc que je garderai jusqu'à la fin de ma vie. Et c'est ça que j'ai trouvé joli, surtout quand on est très jeune, on a le cœur qui bat très fort, on a la passion, on pense que ça va durer toute une vie, on pense qu'on a toute une vie, qu'on a l'infini, ça, et on pense que la personne qu'on aime, c'est pour la vie, et puis on se rend compte quelques temps après que c'est un bel amour d'été. Voilà, mais qu'on garde en tête une vie entière. Merci Marc-Antoine pour tout ce temps passé avec nous, pour votre générosité. Et je rappelle que l'exposition Parfum d'Empire, quand le parfum des plantes parle, est donc visible ici à la Paris Perfume Week jusqu'à dimanche soir. Merci beaucoup Marc-Antoine. Merci à vous tous. Merci. Merci. Retrouvez cette émission sur podcast.bainet.com et sur les plateformes habituelles.